refaire du droit sur du droit. Alors, en effet, à partir du moment où on est face à des troubles du neurodéveloppement et que donc on souffre d'un handicap, j'aimerais juste ajouter une petite chose par rapport à ce qui a pu être dit. C'est que le taux de handicap, c'est les MDPH qui les décident et qu'en fait, on a cette reconnaissance de handicap uniquement si on a un taux de handicap supérieur à 50%. Et les MDPH vont valoir des taux d'invalidité différents, soit entre 50 et 79, soit entre 80 et au-delà, ils sont. Donc, on a deux formules en fait de reconnaissance de handicap qui ne permettent pas d'ouvrir les mêmes droits. On peut imaginer un taux à 59 et pour autant avoir un TDAH, et, en tout cas à 49, qui ne permet pas d'ouvrir des droits. Les droits ne sont ouverts qu'à l'égard du taux à 50. Comment on définit ces taux-là? Eh bien, ce sont les MDPH et les équipes pluridisciplinaires qui évaluent via les dossiers que les parents envoient aux équipes pluridisciplinaires des MDPH qui étudient les dossiers, qui vont décider via un guide barème qui n'est absolument pas adapté aux troubles du neurodéveloppement, mais véritablement adapté au handicap dit physique, au handicap moteur, mais tout ce qui est du volet cognitif, en fait, le guide barème est encore vraiment très en deçà de ce qu'on pourrait espérer, si bien qu'on doit nécessairement souvent se battre, notamment quand on a un TDAH, quand on a un TSA, aujourd'hui c'est plus simple, mais à l'égard du TDAH, c'est aussi difficile, c'est une première étape à gagner, c'est cette reconnaissance du handicap et faire valoir surtout le retentissement qu'a le TDAH à l'égard de l'autonomie de la personne. L'erreur que font la plupart des gens lorsqu'ils font des demandes de reconnaissance de handicap, c'est qu'ils se focalisent sur la scolarité. Et de fait, les MDPH, non pas qu'elles en profitent, mais ont tendance du coup à ne pas accorder un taux à 50 et donc ne pas accorder cette reconnaissance de handicap, tout simplement parce qu'on va faire valoir que des problématiques rencontrées à l'école. L'enfant TDAH, il a de l'hyperactivité, il ne tient pas en classe, il insupporte toute la classe, il tape. L'enfant TSA potentiellement aussi. Et du coup, on focalise le dossier. Alors qu'en réalité, il faut bien démontrer que les fonctions exécutives sont touchées, etc. Et que l'enfant a des problématiques visio-spatiales, visio-temporelles, d'organisation. Et que ça va venir impacter son quotidien aussi. C'est le seul moyen aujourd'hui d'obtenir une reconnaissance de handicap. Pourquoi c'est très important d'obtenir cette reconnaissance? C'est pas tant d'avoir une étiquette de personne handicapée, ça évidemment elle est confortable pour personne, mais c'est bien le seul moyen d'obtenir des allocations qui vont permettre de payer des prises en charge en libéral, sachant que la plupart des professionnels bons en matière de troubles du neurodéveloppement, on les trouve rarement dans les institutions, rarement dans les CMP, les CAMPS. On les trouve rarement, c'est pas bien encore diagnostiqué, et on a encore beaucoup de psychanalystes qui n'utilisent pas les échelles d'évaluation ni les recommandations des DSM pour avoir leur propre classification des maladies. Donc, attention là encore, on a souvent besoin des professionnels en libéral, et pour pouvoir les payer, on a besoin de cette reconnaissance pour toucher une AEH ou une PCH également, même si là encore, la PCH, payer un psychologue, un ergothérapeute, un psychomote sur des charges spécifiques plafonnées à 100 € par mois, je ne pense pas qu'il y ait grand monde qui va s'enrichir avec ça. Je suis là aujourd'hui, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai commencé mon activité d'avocat pour défendre des personnes qui présentaient des troubles du spectre autistique, pour avoir fait un stage dans le cadre de mes études dans une association de défense des droits des personnes TSA. Et à cette occasion-là, j'ai découvert, on va dire, l'horreur en termes de non-respect des droits. Je n'avais jamais vu ça. Problème au niveau du diagnostic, problème au niveau des prises en charge, problème de scolarité, problème avec l'aide sociale à l'enfance. Enfin, en gros, du début de la vie et du début de la manifestation des troubles jusqu'à la mort, en fait, c'était une succession de combats juridiques pour les familles. Et donc, j'ai décidé de les défendre et la première chose que j'ai faite, c'est rédiger un guide des droits, c'est-à-dire de la naissance à la mort, quelles étaient toutes les embûches que pouvaient rencontrer notamment les parents dans la reconnaissance du handicap de leur enfant, mais également comment le maintenir à l'école, comment lui offrir une prise en charge dite adaptée, comment se défendre de milliers de situations. Et là où au départ, je ne faisais que du droit de la santé, et en fait, je me vouais à attaquer plutôt les hôpitaux psychiatriques et les psychiatres, parce que je réalisais, pour avoir une belle-fille bipolaire, donc un niveau extrêmement sévère, j'étais confrontée au milieu psychiatrique. Je me suis dit que c'était quand même une zone de non-droit magique, majestueuse, où finalement on n'avait pas de recul et on était en défaut d'information quasi systématique quand on était le parent, etc. Et donc j'ai voulu m'attaquer à cela. Et en fait, en aidant les personnes autistes, j'ai fait, je pense, à peu près tous les droits. Donc aujourd'hui, je fais effectivement
Alors, le privé public, il faudra qu'on le revoie. Le droit public, c'est le droit administratif, c'est lorsqu'on attaque les institutions françaises, l'administration française, et le droit privé, c'est tout le reste. Et dans le droit privé, on met le droit pénal, on met les pôles sociaux des tribunaux judiciaires, etc. Donc aujourd'hui, on travaille beaucoup à attaquer notamment les MDPH lorsque les décisions d'orientation ne sont pas conformes aux intérêts des enfants. Il faut savoir que, certes, moi, je fais partie de ces professionnels et comme je pense beaucoup de professionnels, j'écoute les parents. J'écoute les parents. Pour moi, les parents, c'est pas forcément voix de Dieu, hein, bien sûr, mais je les écoute vraiment pour comprendre quels sont les besoins de leurs enfants. Pourquoi? Parce que je considère que s'ils ne devaient pas connaître les besoins de leur enfant, j'aurais, allez, 1% de risque. Alors qu'en réalité, la plupart des parents sont des gens particulièrement bienveillants, rarement dans le déni du handicap de leur enfant, ou l'inverse. Ils ne sont pas forcément totalement catastrophés, c'est plutôt des personnes objectives et qui ont une idée des projets de vie, projets d'avenir. Sauf que tout ça, ça ne se construit pas sans les professionnels. On a absolument, moi j'ai besoin des professionnels de soins pour pouvoir défendre les personnes. D'abord, je ne suis pas médecin et je ne me permettrai pas de faire croire à un juge que, en dépit peut-être des compétences que j'ai acquises en effet sur ces domaines, ça ne suffira jamais. Donc, on a besoin des professionnels, on a besoin de leur implication, vraiment, pour qu'ils puissent faire des attestations. Les bilans, on s'en sert, et après, on les explique aux juges, on les explique au MDPH, on est dans des cadres de recours contre les MDPH, etc. Donc, les parents, les professionnels, et tout ça, pour moi, ça doit faire consensus. Quand ça ne fait pas consensus, on a un problème, d'abord pour l'enfant et son intérêt à lui-même, mais aussi pour avancer d'un point de vue juridique et judiciaire. Je fais beaucoup de droit pénal aussi. Et là, ça touche aussi bien les enfants à comportement dit tyrannique ou les TDAH qui sont parfois mêlés, les TSA aussi. On fait énormément de pénal, ce qu'on n'avait pas prévu de faire non plus dans ma carrière. Mais aujourd'hui, on a même des assises sur des problématiques. Généralement, c'est lié à des diagnostics tardifs. Donc, la personne n'a pas pu bénéficier des prises en charge adéquates et recommandées par la Haute Autorité de Santé. Elle a été un peu livrée à elle-même avec son handicap et s'est rendue coupable d'infractions, voire de crimes, de délits, voire de crimes. Et là, on parle de crimes sexuels, on parle de tentatives de meurtre, on parle d'événements extrêmement graves. Là où je rencontre un écueil au niveau du droit pénal, c'est que les troubles du neurodéveloppement, encore une fois, sont trop peu connus. Les juges les connaissent pas suffisamment. Or, à tout le moins, on devrait pouvoir reconnaître une altération du discernement. On ne parle pas forcément d'abolition. L'abolition, c'est quasiment impossible de l'obtenir, même si on est dans le cadre d'une crise autistique, c'est-à-dire une décompensation psychique. Même dans le cadre d'une décompensation, dans la mesure où la personne elle est en capacité de regarder, de parler, d'être cohérente au moment de son audition, eh bien, notamment les experts psychiatres, mais les juges a fortiori, vont considérer que la personne ne souffrait pas d'une abolition du discernement. Donc, on arrive malgré tout à obtenir des altérations. Et puis, de temps en temps, on tombe aussi sur des experts psy. Ça m'est arrivé 2 fois, qui étaient vraiment formidables, qui connaissaient les TND. Et honnêtement, ça permettait vraiment aux juges d'être éclairés en vérité et non pas sur des supputations sur l'enfance de la personne, etc. ou des qui sont même en capacité des diagnostics. J'aimerais dire une toute petite chose à l'égard du pénal. Ces personnes qui sont généralement pas diagnostiquées, on avait énormément de mal à les faire diagnostiquer en détention. C'était un vrai problème. Comment on fait? La personne est en détention provisoire. Son procès va avoir lieu dans les prochains mois. On a une suspicion d'un trouble du neurodéveloppement et on ne sait pas du tout comment le diagnostiquer. Mais en fait, avec les différentes échelles d'évaluation, j'arrive à me servir aujourd'hui d'une des échelles qu'on appelle l'ADI-R notamment, ou en tout cas les questionnaires qui sont faits aux parents. Et sur la base des questionnaires des parents, après, il faut un professionnel qui valide une suspicion. On ne lui demande pas de valider un diagnostic, ça serait incohérent et ça ne serait pas professionnel. Mais on demande aux professionnels, c'est sur la base de les données recueillies, des observations des parents sur la petite enfance, l'enfance, l'adolescence de la personne incarcérée. Est-ce que là, on ne serait pas sur une suspicion? Et moi, quand j'ai un document d'un professionnel avec une suspicion, j'arrive à demander des contre-expertises, voire de nouvelles expertises, en faisant nommer des experts qui connaissent les troubles du neurodéveloppement pour aller diagnostiquer en centre de détention. Et à l'heure qu'il est, j'ai réussi à le faire 2 fois. Et ça a été c'est très important, ne serait-ce que pour la vérité et pour que cette personne, elle soit jugée, parce que vous le savez, au pénal,
la personnalité de la personnalité de la personne mise en examen, mise en cause, doit être étudiée au même titre que les faits. Et donc, la personnalité de la personne, son étude va faire que la peine va être plus ou moins lourde. Et donc, si on arrive à obtenir du fait de ce handicap et de la vulnérabilité de la personne, du fait de son altération du discernement, on arrive à voir des peines vraiment baisser, notamment en appel, quand j'arrive malheureusement qu'en appel, mais on arrive à faire baisser les peines par rapport à une personne dite ordinaire. On fait beaucoup de droit administratif. Le droit administratif, donc, c'est qu'on attaque l'État. Donc, on attaque l'État vraiment très souvent. On attaque l'État eu égard à la scolarisation des enfants. Parce que des enfants qui présentent des troubles du neurodéveloppement, ils sont difficiles à tenir, c'est vrai, mais parfois on aurait besoin juste d'aménagement et de quelques bonnes idées pour maintenir l'enfant scolarisé. On sait ce que ça donne, une non-scolarisation. Et donc c'est un gros volet, là encore, de faire respecter les droits à l'éducation de l'enfant. On attaque l'État aussi pour la carence fautive de l'État à l'égard du manque de place dans les établissements médico-sociaux. On a une jurisprudence extrêmement constante depuis l'arrêt Beaufils, selon laquelle, lorsqu'une personne a une notification MDPH vers un établissement médico-social et qu'elle ne trouve pas de place, et que du coup elle se retrouve à domicile ou avec des prises en charge vraiment très parcellaires, eh bien l'État est considéré comme responsable et doit une indemnité aux familles. Attention de ce point de vue-là, si ça peut vous rendre service, pour ceux qui se trouvent dans ce cas-là. Aujourd'hui, la jurisprudence exige que tous les établissements notifiés par la MDPH, sur la notification, vous avez 1 à 4 établissements, voire 20. Il faut aujourd'hui, la charge de la preuve a été retournée, il faut aujourd'hui qu'on prouve que les parents ont bel et bien contacté tous les établissements notifiés. S'il en manque un seul, je perds parce que précisément, je n'apporte pas la preuve que dans cet établissement, éventuellement, il aurait pu y avoir de la place. Donc, c'est vraiment la condition sine qua non pour gagner un recours contre l'État. Mais si vous avez ça, on a un boulevard pour gagner. Mon seul problème, c'est que là encore, on arrive à obtenir environ 10 000 euros de préjudice moral pour l'enfant. Je parle en moyenne parce qu'il y a des dissonances entre les différents tribunaux administratifs. Mais 10 000 euros de préjudice moral de l'enfant, quand on sait qu'aujourd'hui les chiffres viennent de tomber, qu'une prise en charge en établissement médico-social coûte à l'État 50 000, ben on a encore euros, donc on a encore l'impression de leur faire un cadeau. En tout cas, les juges, à cet égard, ne sont pas suffisamment sévères et qu'en tout cas, on voit bien que ça ne peut pas avoir ces recours la moindre répercussion politique, évidemment, puisque tout le monde y gagne. Voilà, voilà. Et puis, on va en venir au sujet que l'association REACT souhaitait que j'aborde, à l'égard des enfants à comportement dit tyrannique, enfin, des comportements tyranniques, pardon. Quelle est cette problématique qui fait qu'à un moment donné, on va se retrouver avec l'aide sociale à l'enfance, qui va devoir analyser la situation. La problématique particulière de l'enfant à comportement tyrannique, c'est qu'il est tout à fait en capacité de bien se comporter partout ailleurs que dans sa famille. Et donc, là, on a un vrai problème en termes de preuves, c'est-à-dire que comme on n'est pas dans la maison et que personne n'y est, ça va être la parole de l'enfant qui peut mentir, accuser ses parents, et le parent qui, évidemment, parce que c'est la culture de notre société, que d'imaginer qu'un enfant qui a un problème, c'est forcément parce qu'il entretient une mauvaise relation avec ses parents ou qu'on est sur une défaillance éducative. On est culturellement imprégné de ces concepts qui sont vraiment aussi psychanalytiques. On en est profondément imprégné, notre culture en est imprégnée. Or, on est tous d'accord pour le dire, en tout cas je pense que les professionnels le font. C'est complètement faux. Quand on a un trouble du neurodéveloppement, on le voit, ça se passe au niveau du fœtus, etc. Et l'enfant à comportement tyrannique, c'est au-delà de lui parce qu'on l'a bien compris avec les différentes interventions, il éprouve une angoisse majeure qui fait que son comportement va dévier. Et on a besoin d'aide. Et la question qui se pose, c'est laquelle? Et pour moi, on a besoin de l'aide d'associations, des fameuses personnes ressources qui vont, le nom des personnes ressources, les supporters. Les autres soutiens pour nous, mais les voilà. supporters pour nous. Les supporters, les associations, les professionnels de soins qui connaissent les problématiques, ça, c'est des personnes qui vont pouvoir aider. Alors, comment se met en route la machine? Ça démarre toujours par une information préoccupante. L'information préoccupante, c'est simple, c'est un simple courrier, ou alors on peut aussi remplir un CERFA qu'on envoie au conseil départemental et notamment à la cellule de recueil des informations préoccupantes, qu'on appelle les CRI. Cette information préoccupante, elle est rédigée par qui? Elle peut être rédigée absolument par n'importe qui.
Et les problématiques des enfants à comportement tyrannique, c'est par exemple qu'ils peuvent crier, taper, faire du bruit. Et manque de bol, le voisin du dessous qui ne peut plus vous encadrer et qui considère que vous êtes potentiellement un parent maltraitant, fait une IP. Ça peut être le voisin, ça peut être quelqu'un dans la rue, ça peut être l'école. Parce que l'enfant va se plaindre de mauvais traitements de la part de ses parents. Ça peut être l'hôpital, ça peut être le CMP, qui ne comprend pas pourquoi le parent vient le harceler alors que l'enfant il est juste impeccable quand il est dans son bureau, par exemple. Donc, ça peut être vraiment tout le monde. Il faut savoir néanmoins que pour les professionnels de l'enfance, que toute personne qui, de par sa profession, est en lien avec des enfants, a obligation de faire une information préoccupante. C'est une obligation professionnelle. À partir du moment où il existerait une suspicion de risque de danger pour l'enfant. Vous voyez bien que même dans la notion de danger, on est bien loin de la maltraitance. Mais une suspicion de risque de danger, on est loin, 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 loin de quoi que ce soit d'avéré. Donc, il suffit finalement d'en avoir l'intuition pour être dans l'obligation de faire une IP. De ce point de vue-là, je me porte vraiment en faux parce que je trouve que cette loi, elle permet tous les débordements. Pourquoi? Parce que comme on n'a pas besoin d'aucune preuve et même pas besoin de se renseigner, on ne sera jamais inquiété en faisant une information préoccupante avec des éléments que l'on sait faux, mais dont on va se servir pour se débarrasser du parent récalcitrant qui oblige la scolarisation de son enfant 24 heures alors que on n'en peut plus, qui oblige à la présence de l'AESH, qui va se fâcher avec les institutions, qui va se brouiller avec des institutions parce qu'il ne pourra pas obtenir de diagnostic, parce qu'on va lui dire que ça va passer avec l'adolescence ou je ne sais quoi. Mais le parent vindicatif récalcitrant, je l'ai vu maintes fois, on fait des IP. Et aujourd'hui, les écoles, alors là, pour le coup, j'ai énormément d'exemples, les écoles, parce que considèrent qu'à partir du moment où le parent refuse de déscolariser en partie l'enfant et considère que le niveau de l'enfant et son handicap, s'il en est, n'est pas plus fatigant qu'autre chose, et que l'enfant est en capacité d'apprendre, surtout pour peu qu'il y ait des aménagements. Il y a des écoles qui sont récalcitrantes à l'idée même de l'inclusion scolaire, qui refusent de mettre en place ces aménagements, et là vous avez des parents vindicatifs. Donc ils vont en effet prendre une position un peu de colère, ou on est vite en colère à l'égard de l'éducation nationale aussi, c'est souvent très, très analysé. Si vous dites deux mots de travers, ça y est, vous êtes quelqu'un d'extrêmement violent, voire un délinquant majeur. Mais néanmoins, on ne peut pas attaquer la personne qui a fait l'IP. Et cette IP, elle n'est pas transmissible. C'est-à-dire qu'en France, on protège le délateur. On protège le délateur, c'est-à-dire que le parent peut ne jamais savoir qui a fait cette information préoccupante et peut même ne jamais savoir ce qu'il y a inscrit dedans. En principe, quand ce sont des institutions, hôpitaux, écoles, ils sont censés prévenir la famille et, un peu de manière évasive, mais d'en donner 2-3 motifs, même si c'est fou. C'est rarement fait. Et comme ce document, il est intransmissible, c'est-à-dire que l'aide sociale à l'enfance va le garder par devers elle, même si elle classe le dossier. Même si elle classe le dossier, qu'elle considère qu'il n'y a aucune faute, aucun danger de l'enfant, aucune mise en danger de l'enfant auprès de ses parents, eh bien, ils vont vous rendre leur rapport, mais l'information préoccupante elle-même, vous ne saurez jamais. Et comme on ne peut pas attaquer, comme on ne peut même pas en avoir une copie, eh bien, on ne peut pas forcément se défendre correctement. Heureusement, en principe, lorsque ça dérape, et que l'évaluation est faite et que ça dérape et qu'on va devant le juge des enfants, l'avocat, lui, il a accès et on arrive à lire. On n'a pas le droit de donner à nos clients, on n'a rien le droit de donner. Les rapports sont ultra confidentiels. On n'a pas le droit on a juste le droit de le lire à nos clients. Et nos clients, eux, ont le droit d'aller le consulter au tribunal, c'est tout. Donc, je redémarre de l'IP. On a une IP, la machine se met en branle, et donc il va y avoir des éducateurs, des assistantes sociales, des psychologues de l'aide sociale à l'enfance, l'ASE, qui vont faire ce qu'on appelle une évaluation. Généralement, ils ont 3 mois pour faire une évaluation. Le parent va recevoir une convocation, c'est comme ça qu'il va apprendre qu'il y a une IP souvent. Il va recevoir une convocation d'abord dans les bureaux, et en principe, ils viennent une fois à domicile. Donc, c'est le moment de cleaner la baraque, et que si Titi a mis le bazar partout, il faut ranger. Ils vont regarder si l'enfant a des jouets adaptés à son âge, s'il n'est pas trop sur les écrans,
vous regardez si l'enfant se nourrit de façon correcte, si c'est propre, si c'est rangé, etc. Et après, ça, on va dire, c'est encore le volet quasi matériel, la preuve matérielle. Après, il y a le volet psychologique. Et là, on va tenter d'analyser, parce que c'est vraiment de l'analyse, le comportement que les personnes qui composent la famille interagissent entre elles. Et là, pardonnez-moi, mais tout ce que je lis, c'est aberrant, en fait. C'est aberrant de bêtises, mais de bêtises. On va analyser, parce que la maman a une couleur de cheveux rouge, ben, ça veut dire ça. Si l'enfant il fait une crise de colère devant elle, elle ne sait pas le tenir. Et on en arrive toujours plus ou moins. Parce que, au bout d'un moment, je me dis, mais c'est vrai, à Lille, à Nice, à Quimper, etc., et que je lis toujours les mêmes choses, mais quand même, on a un sérieux problème d'analyse de la psychologie des relations intrafamiliales. Exemple, ce que je lis tout le temps, la fusion mère-enfant. Alors, la fusion, alors on imagine une maman volcan, en fait, et je pense qu'on devrait placer vraiment tous les enfants des mères juives, tous les enfants des mères latino, arabes, on doit placer les enfants des mères italiennes. Enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire de fusion qui empêcherait l'enfant de se développer? C'est une théorie que je n'ai jamais lue en neurosciences. C'est des théories qui datent de Bettelheim, qui ont été totalement invalidées par la communauté scientifique, mais l'ASE, je ne sais pas pourquoi c'est personnel, s'accroche à ce type de concept, mais s'y accroche dur comme fer. C'est qu'aujourd'hui, j'ai des enfants, moi, que je dois défendre, qui sont placés parce que l'enfant présentait un retard de développement et qu'on a considéré que sa maman, qui le surprotégeait certes, mais comme on est face à un handicap, un trouble du neurodéveloppement, on va m'expliquer comment une mère fait pour ne pas être un peu trop protectrice à l'égard de son enfant, qui est de lui-même reconnu par la société comme quelqu'un de vulnérable. C'est quand même délirant. La fusion, donc cause de placement, cause de décision d'AEMO, enfin, on verra ça par la suite, donc AED, placement, etc. En attendant, on va dire, allez, on est sur l'évaluation. Quoi d'autre? Le cadre. Le cadre. L'enfant manque de cadre. Et donc, on propose aux familles de faire un gros travail sur la parentalité, pour leur expliquer comment on va poser un cadre à un enfant qui a un trouble du neurodéveloppement, qu'on va généralement nier. Alors longtemps, c'était le déni total du trouble du neurodéveloppement de la part des services de l'ASE. J'entends. Déni. Non, non, non. C'est des concepts à la mode que le TDAH. C'est un concept à la mode que le TSA. Il n'y a rien. On a une relation dysfonctionnelle mère-enfant. Systématique. OK. Le cadre, allez le poser, généralement on n'y arrive pas. Même l'aide sociale n'y arrive pas. Mais à ce moment-là, on va quand même rendre le parent responsable. Hein. C'est parce qu'il est resté trop longtemps avec son parent ou alors que le droit de visite qui dure 45 minutes par mois, il est de nature à gêner l'enfant dans son développement. On en est là. Et du coup, moi, je ne peux plus faire confiance en fait. Je n'ai plus confiance en ces services. Et je suis ravie quand j'entends qu'il y a des éducateurs spécialisés, des personnes de l'ASE qui sont présentes dans ce type de formation, parce que je me dis, on va peut-être voir le bout du tunnel à un moment donné. Les juges sont évidemment trop peu formés, et mes consoeurs et mes confrères, pareil. Parce que quand j'ai un avocat commis d'office, et je suis désolée pour les gens de ma profession, il est commis d'office dans un dossier d'assistance éducative et qui vient aider des enfants, la dernière fois que ça m'est arrivé, on n'était même pas au courant. On était face à des enfants TSA totalement mutiques. Elle n'était même pas au courant. Elle s'est pointée là en disant, moi, je défends les enfants, moi, je défends toujours les parents parce que c'est ceux qui sont le plus attaqués, évidemment, et c'est la position la moins confortable que de défendre les parents. Elle est venue défendre les enfants qui ne pouvaient pas parler. Et elle avait lu le rapport de l'ASE et c'est tout. Elle était absolument convaincue. Si les deux frères ne parlent pas, c'est les parents. Il y a un problème avec les parents. Donc, voilà, en fait, ce à quoi je suis confrontée. Et comment je suis au courant de tout ça, c'est que à l'issue de l'évaluation, on rédige ce fameux rapport. Alors moi, les rapports, je trouve que c'est toujours des copier-coller, c'est toujours les mêmes choses, je viens de vous le dire. Ils font en principe 10 pages. Et à l'issue de cette évaluation, au miracle, c'est rare quand on a un enfant qui a un trouble du neurodéveloppement, parce qu'on va dire que même si on reconnaît le trouble,
il y a quand même une part qui est liée à la parentalité. Et moi, j'aimerais savoir comment on sépare de l'enfant, on doit lui couper le cerveau en deux. Il y a un jour, il n'a pas de trouble du neurodéveloppement. Et puis de l'autre côté, il y en a. Et donc, on va travailler une zone du cerveau. Enfin, honnêtement, on ne comprend pas. Pourquoi on ne prend pas cette personne dans sa globalité, avec les handicaps et les limites qui sont les siennes, eu égard à son autonomie, à son développement, à son entrée dans les apprentissages, et dans ses interactions sociales, et dans sa relation avec sa mère. C'est la même personne qui a un trouble qui va venir, au contraire, percuter tout cela. Mais ça, on ne l'entend pas. Donc, on va quand même se dire, ah, il y a peut-être un truc à faire, c'est d'avoir un travail sur la parentalité, sur la côté du cerveau qui n'est pas atteinte. Moi, c'est ce que je comprends. Et du coup, on va proposer aux parents deux choses. Une AED. Une AED, c'est quoi? C'est une aide éducative à domicile. Ça veut dire que vous allez avoir des éducateurs non spécialisés. J'entends, je rêve que l'aide sociale à l'enfance ait en son sein des éducateurs formés, spécialisés, qui vont pouvoir aider les familles, et notamment des familles qui se trouvent elles-mêmes, il est vrai, en danger en raison d'un comportement tyrannique. AED, c'est une proposition, hein. Donc c'est une mesure administrative qui sous-entend qu'on l'accepte. C'est sur la base du volontariat. Donc on essaie de convaincre les parents que nous, en tant qu'éducateurs ou assistantes sociales, on est absolument indispensable. Et évidemment, vous, parents, ayant compris très vite, parce que vous avez été culpabilisés, qu'on vous a expliqué que le problème, c'était en partie vous, et qu'il y avait un boulot à faire sur votre parentalité, alors que vous êtes en train de vous battre avec la terre entière pour obtenir des allocations, une reconnaissance de handicap, pour trouver des bons professionnels. C'est très long, c'est des chemins de croix, vraiment. Et là, on vient vous dire, tout ça, c'est peut-être votre faute. Donc, on va bosser avec vous. Maintenant, le parent, il n'a pas envie de bosser avec des éducateurs non formés. Il a envie d'être accompagné peut-être pour trouver des bons professionnels ou qu'on les aide pour remplir leur dossier MDPH, pourquoi pas. Mais pas des gens qui vont venir les culpabiliser. Ça ne sert à rien et encore une fois, les conséquences de ce type d'intervention sont délétères. Enfoncer des parents qui sont déjà sous l'eau, je pense qu'on ne peut rien faire de pire en termes de psychologie. Et pourtant, ils sont munis de psychologues. Mais là encore, les psychologues des services de l'ASE sont très rarement formés aux troubles du neurodéveloppement, ne connaissent pas les thérapies cognitives ou comportementales, qui sont quand même les seules recommandées par la Haute Autorité de Santé depuis mars 2012, bon sang, et on est encore à la traîne, à avoir des gens qui vont évaluer des situations alors qu'ils ne sont pas compétents. Donc, formons-les parents, mais il faut vraiment que ces personnes viennent se former. L'AED, le parent n'en veut pas. Et là, on lui dit, oh, ben, c'était certes une mesure volontaire, c'était sur la base du volontariat, mais si vous ne voulez pas, on menace, et ben vous allez aller devant le juge. Et ça, grand classique, une mesure qui est censée être sur la base du volontariat, donc on sous-entend que si on accepte, on peut aussi l'arrêter quand on veut. Non, 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 non. Si vous l'arrêtez, on va vous menacer d'aller devant le juge, et si vous la refusez, on va vous menacer d'aller devant le juge. Alors moi, dans ces cas-là, je dis, allons-y. Qu'est-ce qu'on a à perdre? On va regarder les forces en présence. Est-ce qu'il y a des amis? Est-ce que la maman elle est isolée toute seule ou pas, etc. Est-ce qu'il y a des professionnels paramédicaux, médicaux qui vont être en capacité d'aider pour apporter des preuves, d'aider cette maman, de faire des attestations? Et on évalue la situation. Généralement, la situation, elle est tout à fait défendable. Et je préfère aller devant un juge tout de suite après une IP, donc après ce premier rapport, que d'aller devant un juge après que les parents aient accepté une AED, où là, je n'ai pas 10 pages d'ânerie, j'en ai 30. Et c'est beaucoup plus dur à défendre. Parce que les juges, malheureusement, l'ASE, pour les juges, ce sont ses yeux et ses oreilles. Le juge n'est pas chez les gens. Et donc, le juge a besoin de faire confiance au service. Certains sont courageux et ont un esprit critique, sur lequel, évidemment, je surfe pour obtenir des non-lieux. D'autres sont un peu plus récalcitrants, mais ça demande un peu plus de travail, mais on y arrive. Et puis, il y en a d'autres, il faut le dire. Soit ils sont sur le divan, soit ils sont tellement engorgés, ils ont tellement de travail, qu'ils entérinent systématiquement les propositions qu'on va faire l'aide sociale à l'enfance. C'est une réalité aussi du monde de la justice qui est ce qu'il est. Il ne faut pas oublier que la justice est rendue par des êtres humains et que les juges peuvent aussi avoir leurs propres problématiques. Et en la matière, on est tellement sur de l'humain, on est tellement peu sur du droit finalement, on est tellement sur de l'interprétation de la façon dont fonctionne une famille, de la façon dont va réagir la maman. Dernièrement,
Je défends une maman russe qui s'inquiétait pour son enfant, elle a peur qu'il perde du poids, etc. On l'a accusé de syndrome de Munchausen par procuration, alors qu'il avait été opéré, ce petit garçon, de tout le système digestif à la naissance. Elle avait dit que son enfant, il était allergique parce j'avais le papier de ses allergies, allergique à la compote, à la pomme, allergique à la pêche, le papier. L'ASE, au bout d'un moment de placement, on dit ah, bah, on lui a donné complément alimentaire, compote de pomme, il a survécu, hein, ça va. Hein. Donc la mère, elle est folle parce qu'elle dit que son fils, bah non, la mère n'a pas syndrome de Munchausen par procuration, elle a un papier et moi je serais parent, j'aurais fait faire les tests et connaître les aliments dont mon enfant serait allergique, je ne ferais pas des tests. Hein. Il y a bien que l'ASE pour en faire. Et ils ont eu du bol sur ce coup-là. Voilà. Et ça, tout ça, je trouve ça quand même compliqué. Donc moi, je préfère aller devant le juge. Le juge, lui, le juge des enfants, il a quelle option? Soit il prononce un non-lieu, et là, on pète le champagne, sauf quand, et là, on verra d'autres situations où on peut avoir un besoin, mais en principe, quand les parents sont culpabilisés, etc., déjà depuis des mois, parce que c'est pas comme si ça durait vraiment que 3 mois, on va à l'école, on interroge l'école, tout le monde est au courant, qu'il y a une suspicion. Ça crée un bouleversement vraiment dans le quotidien des parents. Et si en plus les parents ont eux-mêmes un trouble du neurodéveloppement avec des angoisses majeures, autant que j'en retrouve en psychiatrie. Et là, on va me dire derrière que la maman n'était pas suffisamment équilibrée, alors qu'elle était finalement sur la tranche parce qu'épuisée par un quotidien complexe. Oui, elle était sur la tranche, ça ne veut pas dire qu'elle souffre d'une maladie psychiatrique qui l'empêche de s'occuper de son enfant. Une personne qui va se reposer en hôpital psychiatrique parce qu'elle est au bout du bout, ça s'appelle un supra-burnout. On va lui placer son enfant, puis après, on ne veut plus lui rendre. Parce qu'on va considérer qu'elle est plus apte. Alors même qu'on aura des certificats médicaux, tout le reste, pour dire, c'est pas quelqu'un malade, c'est quelqu'un qui est au bout du bout. Et là encore, il faut se méfier. Et je connais, moi, des mamans aujourd'hui qui tiennent envers et contre tout, psychologiquement, alors qu'elles n'en peuvent plus, qu'elles mériteraient de se reposer parce qu'elles ont peur de regard correct, l'aide sociale à l'enfance sur elles, et elles ont peur du placement de leur enfant. Non-lieu, on pète le champagne, on se fait des bisous en sortant d'audience, j'adore ça, c'est super. Deuxième possibilité, la juge considère, parce qu'on aura apporté trop d'éléments probants, justement, ou alors il y aura une telle dichotomie totale entre ce que dit l'aide sociale à la France et les preuves que j'aurai apportées et mon discours, il y aura, pour la juge, ça peut être très perturbant quand on va trop loin dans le fait que l'aide sociale à la France s'est trompée. Elle ne va pas savoir quoi faire et donc là, elle va prononcer ce qu'on appelle une MJE, mesure judiciaire d'investigation éducative. Il s'agit d'une évaluation qui dure 6 mois cette fois. Et alors, toutes ces évaluations démarrent par la même chose. Vous avez vécu quoi dans votre enfance? Quelle relation vous aviez avec votre père? Quel était le métier de votre père? Est-ce que vos parents s'entendaient bien? C'est le genre de questions qu'on pose à des gens parents. C'est compliqué parce que moi, j'ai aidé des gens qui avaient été placés par l'ASE, qui n'osaient pas le dire. Enfants placés, ses propres enfants sont placés, c'est quand même magique. Quand même, on considère que si la personne elle a été placée dans son enfance, ça crée une suspicion auprès des services de l'ASE, selon laquelle le parent n'est pas apte parce que lui, il n'a pas eu de parent. C'est délirant. Et là-dessus, ils vont encore vouloir le placer. MJE, donc cette fameuse enquête, elle est réalisée par d'autres services que l'ASE. Elle est réalisée par généralement des associations qui sont néanmoins rémunérées par le conseil départemental. Et il faut savoir une chose, ce sont les mêmes. Même formation, même profil en termes de compétences et de métiers. Ce sont les mêmes, mais là, on s'acharne. Il y a des MJ qui peuvent très bien se passer, et là, honnêtement, ça dépend vraiment de la personne sur laquelle vous tombez. De temps en temps, on tombe sur une super éduque qui comprend le fonctionnement familial et qui comprend que oui, il y a des problématiques, mais surtout qu'elle ne pourra rien y faire parce qu'elle n'est pas forte. Et donc, à l'issue des 6 mois, alors là, on appelle tout le monde, l'école, on peut même appeler les grands-parents. En fait, cette enquête, elle n'est même pas cadrée comme serait une enquête pénale. On est vraiment dans le tout pouvoir d'interprétation et le tout pouvoir en termes d'acte. Si le parent refuse d'ouvrir sa porte, si le parent refuse de donner le numéro de téléphone de telle ou telle personne, on va considérer qu'il est récalcitrant, qu'il a des choses à cacher, et ça va de toute façon l'accuser davantage. Donc, je dis toujours à mes clients, collaborer. Et en fait, ce mot collaborer qu'on exècre quand même tous, c'est quand même compliqué. Eh bien, collaborer avec l'ASE, c'est encore ce que demande l'ASE. Et parfois, dans leur rapport, ils expliquent que le parent n'a pas collaboré. Et si on est face à un juge un peu mauvais, il va taper sur le parent qui n'a pas collaboré en le lui reprochant et en le menaçant, notamment de placement. Donc,
c'est quand même l'AMJ, bon, là, il faut être costaud pour le parent. Et là, je souhaite toujours que le parent, il n'est pas, ou la maman, n'est pas un TSA. Ou alors qu'on n'ait pas, ou même un TDAH. La maman qui parle tout le temps, qui va envoyer 10 pages par jour à l'ASE, parce que comme elle le fait avec son avocat, ou nous, on comprend. Mais là, ils vont se dire, il y a un truc qui ne va pas quand même. Parce qu'elle veut se justifier, la personne qui va trop se justifier, qui va apporter des éléments en droit, qui va aller photocopier le code civil et tous les articles 375 et suivants, etc., pour montrer à l'ASE qu'elle est dans son bon droit, etc., qui va me dire, non, mais le bilan, là, vous croyez que je le donne, j'ai pas envie de le donner, c'est des données personnelles, etc. Ben non, en fait, on donne, on collabore. C'est ce qu'on a de plus intelligent à faire quand on est dans cette situation-là. On ne dit pas oui à tout, mais on ouvre quand même un maximum en termes d'informations. Je ne vois pas en quoi on ne donnerait pas un bilan, alors même que le bilan, généralement, il révèle un trouble. Moi, je vais en avoir besoin de toute façon de ce bilan pour plaider, donc ce n'est pas grave. Il ne faut pas dire oui à tout, mais dire oui, mais. Parce que quand vous dites oui, mais, c'est beaucoup mieux pris que si vous dites non. Il faut faire très attention de ne froisser personne et surtout ménager les égos de tout le monde. Et pour peu que vous soyez fâché avec l'école 15 jours avant et que la directrice d'école ne vous parle plus, que la SH vous déteste parce que vous avez osé dire que ça serait quand même bien de faire venir l'éducateur spécialisé, la psychologue dans l'école, et là, oh mon Dieu, qu'est-ce que vous allez demander Eh bien, on risque d'avoir un rapport pourri, tant vous le dis. Mais en vrai, ça dure 6 mois. À l'issue des 6 mois, le service de MJ va décider quelle proposition il va faire au juge. Il peut proposer un non-lieu, il peut proposer une AEMO et il peut proposer un placement. L'AEMO, c'est quoi? C'est une aide éducative, la même que l'AED, mais sauf c'est une décision judiciaire. Donc la différence en gros entre AED et AEMO, il n'y en a pas en pratique, si ce n'est qu'elle s'impose à la personne lorsque c'est une ordonnance judiciaire quand ça a été ordonné par un juge judiciaire. À partir de ce moment-là, vous êtes obligé de vous y conformer et d'accepter la présence de l'aide sociale à l'enfance. Et le parent qui refuserait, parce qu'il n'y a pas véritablement une obligation, il n'y a pas de volet coercitif dans la loi pour dire qu'est-ce qui se passe si je ferme ma porte. 9 fois sur 10, c'est que le juge va placer l'enfant en considérant qu'il y a un danger, qu'il n'y a pas de travail sur la parentalité, qui est engagé par la famille. Donc, avec cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, les parents acceptent absolument parfois tout, et c'est bien dommage. Troisième possibilité, on peut demander le placement. Donc, le juge peut ordonner un placement. Le placement, il est ordonné par la juge, mais après, c'est généralement les services de l'aide sociale à l'enfance qui décident les modalités du placement. En foyer d'urgence, en famille d'accueil, qu'on appelle les assistants familiaux aujourd'hui. Voilà, ça peut être de l'internat avec des week-ends, donc mettre l'enfant en internat, etc. Ça peut être un placement à domicile. Alors là, c'est la pire chape de plomb qu'on peut faire sur une famille. On place l'enfant à domicile, et ce qui permet, en cas de moindre petit anicroche dans les rouages, pof, on place. Récupérer un enfant placé, c'est dur. C'est très dur. Pourquoi? Parce qu'une fois que l'enfant est placé, je ne sais pas où il va chercher, d'ailleurs, ces petits bouts de chou, ils vont chercher leur force, quoi. Mais on nous dit, le placement, c'était pas tant. Et moi, je ne peux plus prouver l'inverse, parce que le petit, je ne le vois plus. Enfin, en tout cas, je n'ai plus le retour de la maman et j'ai plus d'attestation. Je n'ai plus rien. Et comme de par hasard, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Heureusement, on a encore des GIVASCO, on a encore des bulletins scolaires qui nous disent que c'est un énorme merdier. Mais sur le placement, on dit, vous voyez, il a un copain, donc il n'est pas autiste. Ah oui, alors si on en est là, c'est sûr. Sauf qu'on a des enfants qui sont dans une grande souffrance, qui réclament d'être entendus par la juge. Alors certes, la juge entend au niveau du discernement. Pour en revenir à ce que Dr Cassie a pu faire valoir tout à l'heure. Le discernement chez un enfant, en principe, à 7 ans, on n'a pas de problème pour être entendu. Mais les juges entendent vraiment les enfants de tous âges, sauf quand ça dérange ou qu'il y a un trouble du neurodéveloppement, alors même que l'enfant, on peut être doué de discernement et avoir un TSA. On peut parfaitement s'exprimer et d'exprimer sa volonté. Mais là où on a mal joué, c'est quand si on a trop joué sur le trouble du neurodéveloppement et qu'on voudrait que l'enfant soit entendu, on dit « Ah non, en fait, est-ce qu'il est en capacité de lui-même de demander quelque chose pour lui-même alors qu'il a un trouble ?» On en doute. Et c'est très difficile pour les juges de comprendre cette subtilité qu'est le trouble
cognitif, le trouble neurodéveloppemental, c'est tellement subtil qu'il faut vraiment des gens qui s'y connaissent pour expliquer que si, en fait. Après, convoquer un enfant autiste sévère et non verbal, évidemment, c'est une ineptie. Il ne faut pas oublier qu'aussi, se retrouver devant un tribunal pour des enfants qui ont besoin de repères, qui ont besoin de calme, de sérénité, qui ont besoin de voir leurs parents forts. Et d'un coup, tout bascule. Enfin, c'est pas normalement pas dans le cadre d'une audience devant un juge des enfants que tout le monde donne le meilleur de soi-même. Moi, c'est des moments qui deviennent d'une seconde à l'autre totalement incohérentes, alors qu'elles étaient cohérentes avec moi 3 minutes auparavant. Et si j'avais pas un peu né en me disant il y aurait bien un trouble du neurodéveloppement et que je l'ai pas briefé à mort pour lui apprendre à respirer, en lui disant je suis là et si ça va pas, je vous pince, etc. Donc il y a tout un tas de trucs. Si vous êtes trop longue, je vous pince. Si vous êtes trop court, je vous dis allez continue. Enfin, c'est sport. Et donc le juge peut donc décider du placement, donc du placement à domicile. Voilà, ça c'est le panel. Ce que j'aimerais vraiment dire à ce propos, c'est qu'il y a des choses qui doivent absolument être réformées. Les rapports de l'ASE doivent devenir accessibles aux parents. C'est quoi ces bêtises où ils n'auraient droit que de le lire et de prendre des notes? Enfin, c'est pas logique. Soit on leur donne, soit on le leur cache. Mais on ne les fait pas se déplacer au tribunal ou exiger de l'avocat qui le leur lise sans pouvoir leur en donner une copie. Donc aujourd'hui, j'ai des parents qui m'enregistrent à mon insu ce que je comprends, ou qui arrivent avec leur téléphone et que j'enferme dans une petite salle à côté tout seul avec leur rapport, mais on en est là quand même. C'est idiot. Pour préparer sa défense, on doit comprendre chaque élément de ce qui nous est reproché. Et ensuite, on doit mettre ça en balance avec ce que les personnes ressources, c'est-à-dire les professionnels, la famille, les amis, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir donner en termes d'attestation pour devoir démontrer point par point que l'aide sociale à l'enfance a tort et que c'est pas ça dont on a besoin. À l'égard des enfants à comportement dit tyrannique, en revanche, pour les dossiers que j'ai pu avoir à traiter, les parents peuvent être en demande d'un placement. Les parents eux-mêmes, comme ils en ont le droit, peuvent faire une IP pour se signaler eux-mêmes. Parce qu'ils sont au bout du bout, qu'ils veulent protéger la fratrie, qui est extrêmement impactée par la violence, aussi bien psychologique que physique, d'un de leurs enfants. Dans ces cas-là, pour moi, il faudrait que l'aide sociale à l'enfance ne culpabilise surtout pas les parents, sinon toutes les théories et toute l'aide qu'on vous a expliqué comment la mettre en œuvre, ça tombe, ça casse. Et surtout, on doit maintenir le lien. Pour moi, ça doit être le placement dans ces cas-là doit être envisagé comme un moment de répit et certainement pas comme une solution définitive jusqu'aux 18 ans de l'enfant. Et on doit tout mettre en œuvre pour maintenir le lien entre les parents et l'enfant, en faisant autrement qu'en accordant des visites médiatisées de 45 minutes, voire 30 minutes par mois, et qu'on ne nous dise pas derrière, ah mais oui, mais on va encore réduire parce que la dernière fois que le petit il a vu sa mère, derrière, il nous a pété un boulard, il a tout cassé, etc. Donc, pour le bien de l'enfant, on réduit encore les visites des parents. Quelle est cette interprétation totalement vaseuse qui veut que si l'enfant fait une crise après avoir vu sa mère, c'est la faute de sa mère et du lien qu'il entretient avec elle? C'est peut-être juste qu'elle lui manque, non? Et puis petit à petit, il va se remettre, comme il fait, comme il a l'habitude de se battre. C'est aberrant cette façon de voir les choses. Et j'espère de tous mes voeux que ça va également changer et qu'on va former ces professionnels. Un bon accompagnement, en gros, dans le cas d'un enfant à comportement tyrannique, quand il y a une demande de placement, il faut vraiment veiller à ne pas culpabiliser les parents, à les accompagner, à maintenir le lien, à faire en sorte de faire intervenir des professionnels compétents pour peu que ce soit encore possible. Et en fait, en réalité, pour moi, si on est sur un total dérapage, une décompensation du jeune, eh ben, il reste l'hospitalisation. Et malheureusement, les parents sont là, parfois à chercher une place dans un hôpital, parce qu'il n'a pas non plus tout le temps. C'est très compliqué. Et encore une fois, c'est rare de trouver des professionnels, même au sein des hôpitaux, et notamment dans les hôpitaux psychiatriques, de trouver des gens qui connaissent bien les troubles du neurodéveloppement et qui ne vont pas se contenter d'enfermer et de médicamenter, et qui vont apporter autre chose à toute la famille. Et généralement, ça sous-entend qu'il y a des psychologues et qu'on n'est pas que sur de la médication. Qu'est-ce que j'avais d'autre à dire sur les enfants comportement tyrannique avec... C'était 2 petites minutes après okay. un temps d'échange. D'accord, ok. Donc, c'est le volet pénal dont je parlais tout à l'heure. C'est que l'enfant, il peut dénoncer des parents qui n'ont rien fait, de dire qu'il les maltraités. Je l'ai vu de mes yeux vus parce que j'ai traité plusieurs dossiers d'enfants à comportement tyrannique
ou l'enfant, quand il est entendu par le juge avec tout le discernement qui n'est pas le sien pour le coup, mais qui va dire qu'il est battu, qui va dire qu'il est maltraité, qu'il est insulté en permanence, etc. Et aller prouver le contraire. C'est très compliqué. Et lorsque j'ai voulu apporter des preuves contraires et faire intervenir la fratrie, par exemple, qu'elle ait expliqué à la petite fille que son petit frère la poussait dans les escaliers, qu'elle s'était cassé le bras, qu'il l'insultait en permanence, la rabaissait parce qu'elle était une femme, etc. Quand j'ai fait interroger, comme la maman avait le même discours et que tout le monde est HPI, et donc la petite, elle emploie un vocabulaire soutenu, que j'ai eu beau expliquer, la procureure a considéré que la petite était aliénée à sa mère et qu'elle ne parlait pas de son libre arbitre, du coup. Et la procureure a menacé de placer les deux enfants qui, eux, allaient très bien. Heureusement, entre-temps, on a eu enfin un expert. Enfin, là, j'ai quand même lutté. Un avocat, ça sert à quelque chose. On a évité le placement des deux petits, mais on a dû se replier à une MJ. Et là, on est tombé sur des gens qui ont bien étudié le dossier et qui ont considéré que les deux parents, certes, ils avaient des particularités parce qu'ils sont HPI, voilà, et que toute la famille l'est. Tous les enfants, ils ont 3-4 ans d'avance à l'école, hein, c'est pas une vue de l'esprit, mais que ces particularités ne font pas d'eux de mauvais parents et qui n'ont en aucune manière généré par leur modèle éducatif un enfant à comportement tyrannique. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Voilà ce que je voulais dire et du coup, je vais vous laisser.